Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci aux équipes du Bon Coin de nous accueillir chez eux. Merci aux équipes GenAI pour l'invitation. Philippe et Boris, du coup, on est les cofondateurs de LinkUp. On est 3 cofondateurs. Le CTO n'est pas là malheureusement ce soir. On est une jeune boîte qui a été montée en 2024. J'en profite, je fais un petit peu de pub parce que je sais qu'il y a beaucoup de devs dans la salle. On est récemment financé et on recrute activement des ML, des full stack, des back-end. Donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-nous. Alors ce que fait LinkUp en un mot, et après on va vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ça et pourquoi on est arrivé là, et pourquoi on pense que ça va être essentiel, nécessaire dans l'année qui va venir et après. Donc LinkUp, c'est une API, c'est une API de search. C'est une API de search, donc en fait c'est un agent de recherche qui va aller faire des recherches sur Internet pour vous ou pour un agent tiers. Et c'est sans doute ça le sujet, et le sujet qui va être le sujet de l'année 2025. Donc comme je vous l'ai dit, on va un peu rentrer dans le détail de pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on fait ça. Et ce que je vous propose, avant de rentrer dans le détail de ce qu'on fait, de comment on le fait, et dans la technique d'ouvrir le capot du moteur de recherche LinkUp, c'est de prendre un peu de recul et de vous expliquer pourquoi est-ce que ce qu'on fait va être absolument indispensable. Alors, reprenons depuis le début. Il y aura un exemple un peu fil rouge que je vais garder pendant toute la durée de l'exposé. C'est l'exemple du sales qui veut qu'on l'aide à écrire un mail d'outbound ou un sales pitch, qui est finalement un use case hyper classique dont s'est emparé la GenAI assez rapidement. Donc tout a commencé il y a à peu près 2 ans et demi quand ChatGPT est sorti. On a demandé à un agent de vous aider à rédiger ce mail. Et ça l'a fait, donc on était contents. Mais bon, parfois c'était un petit peu frustrant parce qu'il n'avait pas d'informations sur l'entreprise. Donc on est allé un petit peu plus loin. Et donc on a connecté en fait un LLM à une base interne, une base de données interne, des documents. Ça a donné du RAG. C'est pas une découverte pour personne ici, je pense, ce soir. Et puis il y avait quelque chose d'un petit peu frustrant. C'était que en fait, si le LLM est connecté à rien d'autre qu'une base de données interne, il n'avait pas de données à jour. Donc si notre client, il y a une news hyper importante sur son activité, je ne sais pas moi, le CEO s'est fait renvoyer, ou ils ont racheté une filiale, ou peu importe, c'était compliqué en fait, toujours dans notre exemple de marketing, de rédiger un mail qui soit approprié s'il y a une news importante. Donc il a fallu connecter ces LLM à des outils externes. Donc soit en lui disant en fait non, voici les dernières news au sujet de l'entreprise, soit en essayant tant bien que mal de le connecter à Internet par du web scrapping par exemple, ou sinon en lui envoyant directement des URL ou des infos qui venaient des sites. Voilà, puis après on a rajouté de la mémoire, on a rajouté plein de choses et en fait ça c'est un peu le premier design d'agent finalement qui a vu le jour l'an dernier. Et bon depuis ça a plutôt pas mal proliféré puisqu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'agents dans à peu près toutes les verticales, tous les domaines, et ils se sont tous basés sur ce design que je vous ai présenté juste avant. C'est-à-dire finalement assez simple, LLM, du RAG et éventuellement des tools. Sauf que, en fait, c'est pas assez. Si vous avez tenté de le faire ici, si certains ont tenté de construire des agents et de les connecter à des outils, en tout cas de le connecter à Internet, puisque nous c'est ça qui nous intéresse, c'est notre sujet, généralement c'est pas assez. C'est pour ça qu'en fait l'utilisateur n'est pas très content là sur la slide. C'est parce que en fait, scraper Google par exemple, ça donne des résultats assez peu satisfaisants. Et il y a une liste de raisons assez longue qui explique ça. Mais c'est notamment lié au fait que en fait, l'interaction humaine qu'on a avec Google n'est pas tout à fait la même que l'interaction qu'un agent devrait avoir avec Google. Un exemple un petit peu caricatural, mais qui est assez parlant, c'est que si vous tapez jacket not black sur Google, ou si vous tapez chemise sans rayures,
vous allez avoir que des chemises avec des rayures qui vont sortir. Et si vous tapez voilà, blouson pas noir, vous allez avoir que des blousons noirs qui vont sortir. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Et, un autre exemple qui nous concerne directement, du coup, c'est si vous tapez link up. Alors, en fait, si vous tapiez link up, parce que cette photo et cette capture d'écran date un peu, aujourd'hui, on est mieux référencé sur Google. Mais à l'époque, link up ne remontait pas trop dans le référencement. Et donc, la personne, et on a rencontré ce cas-là, qui avait utilisé un agent d'automatisation des mails d'outbound, qui en gros scrappé la première page de Google pour avoir des infos sur la boîte qu'elle contactait, avait des informations qui étaient complètement erronées sur nous. Alors, on ne s'est pas fait prendre pour le groupe LinkUp, mais on s'est fait prendre pour une autre boîte qui s'appelait LinkUp, et du coup, le mail n'était pas du tout approprié. Et c'est assez dommage quand on cherche à automatiser un tel process. Voilà, et donc du coup, pour parer à ça, un petit peu la conclusion de cette première partie, c'est de vous expliquer que juste essayer de connecter ou de faire aller un agent sur Internet de façon semblable à ce que ferait un humain, c'est pas assez. Et en fait, aujourd'hui, on sait que équiper un agent d'outils, c'est pas assez. Il y a pas mal de papiers récemment qui sortent sur le fait qu'en fait, un agent fait bien son travail quand en fait, il orchestre d'autres agents spécialistes. Et en fait, plus un agent arrive à tasquer des agents spécialistes, plus l'agent orchestrateur va arriver à faire sa tâche bien. Et donc du coup, c'est ça qu'on fait nous. C'est un agent de recherche Internet qui fait ça très bien, et on va vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne. Merci Boris. Alors, c'est intéressant parce qu'on est une boîte d'IA, une boîte d'agents en fait de deux manières, parce que nos utilisateurs ce sont des agents. On a construit, comme le disait Boris, c'est un moteur de recherche et en fait un moteur de retrieval qui est à destination des agents. Et puis nous aussi en interne, notre fonctionnement, c'est un fonctionnement agentique dont on pourra parler. Donc pour résumer en 2 secondes, on a une API, et on a une question en entrée. Qui nous provient d'un agent, comme je disais, et on agit spécifiquement sur sa partie récupération d'informations d'Internet. Donc on reçoit une question qui est en langage naturel, et on donne une réponse en fait. Si on apporte un peu de nuance, un peu de précision sur le type de réponse et le type de question, on peut apporter une réponse soit en langage naturel, un petit peu comme Perplexity, l'API de Perplexity, on en reparlera. On peut aussi rapporter une réponse directement en fait juste de la grounding data, donc c'est des espèces de chunks d'informations qui vont avoir du sens, va aider l'agent à répondre lui-même à sa question. Donc ça, c'est très utile, notamment quand vous avez envie de contrôler vos propres LLM pour la génération d'une réponse. Si vous avez envie d'utiliser un LLM particulier, vous pouvez utiliser directement la donnée qu'on vous donne pour augmenter la qualité de ces réponses. Et puis on donne aussi la possibilité à nos clients de demander un format de sortie. Donc s'ils nous donnent un JSON avec, si vous cherchez une information sur une entreprise, la ville du headquarter et puis le nombre d'employés, etc. Et on vous rend directement ce JSON. Et puis, on a aussi un paramètre de profondeur à notre API, et puis ça, on pourra en parler un peu plus dans le fonctionnement. Et donc voilà, ça c'est un schéma du fonctionnement global de LinkUp. On va essayer d'ouvrir le capot du moteur, comme dit Boris. Voilà, évidemment, on ne peut pas tout partager non plus, mais globalement, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une query de notre utilisateur? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on a un espèce de modèle qui va essayer de comprendre l'intention derrière la query, essayer de la décortiquer. Et le premier but, c'est de comprendre quels sont les outils qui vont aider notre modèle à répondre à la question. Et donc, un exemple d'outil, c'est s'il y a une composante géographique dans la question, on est intégré à différents outils géographiques. Donc, on n'utilise pas l'API de Google Maps, mais potentiellement, ce genre d'outils peuvent être dans notre espèce de boîte à outils qu'on donne à disposition notre API, notre agent. Et
et donc voilà, cet agent va comprendre en fait avec un classifier modèle quels sont les outils qu'il va devoir utiliser. Et puis après, on a en fait toute une série de modèles qui sont un peu des experts d'utilisation de ces outils, qu'on a entraînés précisément pour être extrêmement forts pour utiliser ces outils. Donc par exemple, on a pas mal de nos outils, ce sont des API. Et donc en fait, utiliser une API, c'est pas forcément anodin. Il faut avoir bien lu la documentation, il faut savoir exactement quel est le format d'entrée. Et voilà, c'est comme il y a les prompt engineers qui sont très forts pour utiliser ChatGPT ou autre. Voilà, nos espèces de modèles qu'on a fine-tunés pour ces outils, ils sont très très forts à utiliser tous les outils qu'on a dans notre toolbox. Et donc, on fait des appels à ces outils de manière optimisée en parallèle. Et puis après, en fait, on récupère toute la sortie de ces outils. On a tout un pipeline de post-processing qui récupère toutes les informations et puis les traite et rend compte en fait à notre agent. Et donc là, notre agent, il a deux options. La première, c'est de dire bon, en fait, voilà, j'ai reçu toutes les informations dont j'avais besoin, mes outils ont bien fonctionné, et je rends directement cette information-là à mon utilisateur. Et puis, si l'utilisateur a demandé une réponse en langage naturel, bon, je passe un LLM dessus rapidement, mais voilà, le travail est fait. La deuxième option, c'est bon, en fait, on a plus d'informations, on est un peu dans une meilleure position qu'au début où on connaissait rien, on n'avait aucune réponse à la question, mais on n'a pas vraiment répondu totalement à la question. Il nous manque des informations. Et donc en fait, on a un modèle qui estime ça. Et dans ce cas, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir pour un tour. Donc en fait, on a cet agent qui a la possibilité de décider de continuer à faire une recherche. D'ailleurs là, ici, c'est séquentiel, mais en fait, on est en train de travailler pour rendre ça un peu plus efficace et donc potentiellement relancer des recherches alors que le premier tour de recherche n'est pas encore fini. Enfin bref, c'est de l'optimisation. Et voilà, donc quand je vous parlais tout à l'heure de profondeur de notre espèce de paramètre de profondeur, c'est ça dont je parle. C'est-à-dire que si vous voulez une réponse rapide avec notre modèle, vous allez avoir un seul tour de manège. Si vous voulez une réponse deep, en fait, on peut faire plusieurs itérations, on peut aller jusqu'à même une dizaine d'itérations. Auquel cas, vous aurez une réponse beaucoup plus lente. La latence de notre modèle va être beaucoup plus élevée, mais la qualité et l'exhaustivité des informations trouvées va être beaucoup plus élevée aussi. Ça marche? Oui. Non, je voulais juste ajouter un petit mot sur un petit piège dans lequel on était tombé. En fait, je ne sais pas si c'est clair parce qu'on met tool n. Au début, on pensait que plus on rajouterait de tools, plus l'agent serait meilleur dans les réponses. Et en fait, pas forcément. Pas forcément parce que rajouter plus de tools, c'est aussi rajouter une complexité dans la prise de décision au niveau du nœud qui va choisir quel tool solliciter. Et donc, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et en fait, on revient un peu à ce que je disais en introduction même nous-mêmes au sein de l'agent, c'est pas en rajoutant des tools qu'on rend l'agent plus performant. Voilà, de la même façon que l'agent qui nous utilise ne fait plus lui-même de scrapping, nous aussi, il faut qu'on soit intelligent dans les tools qu'on sélectionne et la façon dont on les orchestre. Ouais. Je ne sais pas si on a parlé de Perplexity. Et dans les news, en fait, il y a une news qui est passée un peu plus sous le radar. C'était avant-hier, je crois, et c'est Perplexity qui a sorti Sonar. Donc Sonar, c'est quoi? C'est leur API. En fait, c'était plutôt un rebranding et un upgrade que vraiment une lancée produit, mais ils ont sorti la version API de leur produit. Donc il fait après la même chose que ce qu'on fait. Sauf que nous, on est vraiment... Enfin bref, il y a des différences. Mais le truc qui nous intéressait beaucoup, c'est est-ce qu'on est meilleur ou est-ce qu'on est moins bon que... Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'on est meilleur. Ils ont deux modèles comme nous, le modèle récursif et le modèle one-shot, et on est meilleur dans les deux cas. Donc là, on a comparé notre performance par rapport à la leur sur SimpleQA, qui est un dataset de questions-réponses qui a été publié par OpenAI, qui est un petit peu le benchmark qu'ils ont utilisé eux. Donc, je vais juste rapporter un petit peu de nuance à cette opportunité de se la péter. C'est qu'on est meilleur, on a des meilleures qualités de réponse, mais on est légèrement plus lent.
Donc, en fait, il y a toujours un trade-off à faire entre la rapidité de système et la qualité de la réponse. Et en fait, Perplexity, depuis le début, c'est un chatbot. Donc, évidemment, c'est des use cases conversationnels et l'humain qui est en train de discuter avec son IA a besoin d'avoir une réponse rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont optimisé leur système pour ça. Là où nous, en fait, on a des cas d'usage. Voilà, nos clients, c'est pas des humains, c'est des agents. Et donc, en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les réponses les plus rapides. Et donc, c'est pour ça qu'on a une meilleure qualité qu'eux. Donc, en fait, on joue pas exactement au même jeu. Je rappelle juste, en fait, les ordres de grandeur sont pas non plus déconnants. En fait, eux, ils ont une latence moyenne sur leur version standard qui est de, si je ne me trompe pas, de 2 secondes 6, alors que là, nous, on est à 3 secondes 5. Donc, c'est pas non plus déconnant, sachant que c'est une boîte qui est valorisée de 9 milliards et nous, on est 6 dans une petite salle pas très loin d'ici, quoi. Voilà, on fait plein de projets super intéressants en ce moment et s'il y a des devs ou des ML qui veulent nous parler à la fin, on est là pour ça. Un truc qui est intéressant qu'on est en train de faire en ce moment, c'est implémenter du MCTS. Donc ça s'appelle le Monte Carlo Tree Search. Moi, ça me ramène à quand j'étais en train de faire des études de machine learning et que j'ai vu le papier AlphaZero qui est sorti. En fait, AlphaZero, c'est le modèle de jeu de Go et d'échecs de DeepMind à l'époque. Et ils avaient construit un modèle. C'était le meilleur modèle en Go à l'époque. Et comment ça fonctionnait? En fait, ils avaient un estimateur de la valeur d'une position et une espèce d'estimateur du meilleur coup à jouer, quelle que soit la position aux échecs et en Go. Et en fait, ils utilisaient une espèce de méthode statistique pour explorer des options. Donc, ils jouaient un coup, et puis après, en fait, ils regardaient, une fois que j'ai joué ce coup-là, basé sur ma policy qui me dit que c'est le meilleur coup à jouer, je vais explorer toutes les options. Je vais un petit peu jouer toutes les parties possibles. Et puis, en fonction de la proportion de cas où je gagne la partie, je vais faire remonter l'information tout en haut et en fait, updater mon modèle d'estimation de position pour dire en fait c'est une bonne position. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est un truc un peu similaire, mais pour le cas d'usage de la recherche profonde, pour pouvoir aller de manière séquentielle chercher des informations qui sont un peu cachées. Et là où pour les échecs ou pour le Go, c'est jouer un coup, nous, c'est utiliser un de nos tools. Donc potentiellement faire une recherche sur une API ou aller trouver de l'information dans un PDF. Donc voilà, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place en ce moment et donc juste pour vous donner une petite idée du type de travail qu'on fait d'un point de vue technique. Pour finir et pour un peu pour ceux que je viens de faire chier pendant 2 minutes, quelle est notre vision pour le futur d'Internet? Parce que là, globalement, on parle d'agents. On a dit Google, c'était un petit peu la génération d'avant. En fait, nous, ce qu'on voit pour Internet, c'est que l'utilisateur principal d'Internet, là où ça a été les humains pendant très longtemps, ça va devenir des agents. Donc en fait, l'Internet va devoir s'adapter, l'infrastructure d'Internet va devoir s'adapter. Pourquoi? Parce que en fait, un agent, tout simplement, il n'a pas les mêmes besoins qu'un humain en tant qu'utilisateur. Et donc par exemple, un humain, il est très content d'avoir un très beau site, et je sais qu'il y a des gens dans ce building qui travaillent là-dessus. Mais demain, l'agent qui devra aller sur le bon coin pour acheter potentiellement un objet pour le compte de quelqu'un, il sera peut-être intéressé par quelque chose d'autre. Par exemple, des descriptions très précises avec énormément d'informations sur le produit, plus qu'un humain pourrait consommer. Il sera peut-être intéressé par... voilà, nous, un autre exemple qu'on prend, c'est les articles de journaux. Aujourd'hui, un article de journal, il est informatif, mais il répond à un certain format. Il y a une photo, il y a 3 quotes. Et si on prend plus d'un quart d'heure pour le lire, il fait chier tout le monde. Donc en fait, alors qu'un agent, en fait, il peut ingérer une quantité d'informations énorme, il peut potentiellement faire sens de tout un tableau de chiffres, là où un humain serait dépassé. Un autre point qui est important et très important pour nous, c'est le business model d'Internet. En fait, jusqu'ici, la manière dont les sites faisaient de la pub, pour la plupart, c'était de la publicité. La publicité, c'est un humain qui va sur un site, qui est influencé par ce qu'il voit,
Et du coup, c'est pour ça que les entreprises font sur de la publicité et rémunèrent les sites pour ça. Dans un monde où c'est des agents qui vont sur les sites web, évidemment, vous comprenez que les robots se font beaucoup moins influencer par la pub que les humains. Et donc, il faut réinventer le business model d'Internet et permettre une rémunération des sources. Nous, on aborde ça vraiment on a commencé par les journaux, par les médias. Et donc, en fait, c'était très important pour nous d'avoir une rémunération des sources. Vous comprenez aujourd'hui que avoir des journalistes qui sont capables de faire leur travail parce que les IA n'ont plus les capacités ou alors ne veulent plus complètement leur travail pour entraîner les modèles ou pour faire de la grounding data, ça permet à l'écosystème de rester pérenne, de rester viable et aux gens de continuer à faire leur travail de manière digne. Et donc voilà, c'est un élément assez important de l'ADN de LinkUp. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation et je pense qu'il y a du temps pour un Q&A peut-être.